Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Carmen Févillier, ravie de vous retrouver encore une fois ce soir. Fiscalité commune en Afrique centrale, la CEMAC passe à l'action et affiche son ambition d'unité, une véritable révolution fiscale en marche avec la nouvelle directive de la CEMAC du 9 janvier 2025 portant harmonisation de l'imposition des revenus et des bénéfices dans les États membres de la sous-région. Cette réforme ambitieuse vise à unifier les règles d'imposition des revenus et des bénéfices dans les États membres afin de bâtir un cadre fiscal commun, plus équitable et plus compétitif. Un tournant donc historique, mesdames, messieurs, pour les pays d'Afrique centrale, l'enjeu étant de renforcer l'intégration régionale. Si elle marque une avancée majeure vers cette intégration économique régionale, la réforme soulève aussi d'importants défis en matière de souveraineté budgétaire et de mise en œuvre. Mesdames, Messieurs, nous faisons le décryptage de cette réforme avec M. Grégoire Hébert Suffren, directeur droit Afrique, éditeur juridique, consultant fiscaliste et légistique fiscaliste. Bonsoir, cher Grégoire. Bonsoir, Carmen. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, nous sommes ici pour parler de cette réforme, une révolution, si je peux le dire ainsi. Tout à fait. Au niveau de l'Afrique centrale, de la CEMAC. Mais avant, je vais vous présenter. Vous êtes avant tout directeur chez Droit Afrique. Qu'est-ce que Droit Afrique? C'est une plateforme. Alors, c'est effectivement Droit Afrique, c'est un ensemble de services dédiés aux droits des pays d'Afrique francophone. Nous couvrons 24 pays. La société a été créée il y a très exactement 20 ans maintenant, en janvier 2006. Oui. Et nous avons deux activités. Une activité d'édition juridique qui ne nous concerne pas forcément ce soir, mais surtout une activité de conseil et d'assistance aux administrations. Et d'assistance aux administrations. Et donc, vous intervenez auprès de 24 pays d'Afrique, comme vous l'avez dit. Et donc, on peut avoir accès au code. Tout à fait. On peut avoir accès au code comme celui-ci, le Alors, code. Dans la partie édition, effectivement, nous publions les codes des impôts, enfin pas des 24 pays, mais en tout cas de 21 pays, voilà, mise à jour de 2025. Oui. Avec les dernières lois de finances, avec les textes d'application. Donc c'est la réglementation fiscale applicable pays par pays. Voilà, on est vraiment spécialiste de la fiscalité. C'est un vaste travail. Tout à fait. C'est un vaste travail et vous avez commencé chez EY à Brazzaville. Exactement. Oui. Il y a 25 ans, j'ai commencé chez Ernst & Young qui s'appelle EY. Vous faisiez le même travail chez EY? Un peu sur le Congo, c'est ce qui m'a mis finalement le pied à l'étrier, c'est d'avoir mis à jour le code des impôts à l'époque du Congo en 2002. Oui. Et du coup, derrière, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire avec ces codes des impôts. Ce n'est pas normal qu'on n'arrive pas à trouver un code à jour. Et donc, depuis 2006, chaque année, nous publions les codes des impôts de ces pays. Voilà, comme ce que j'ai en main, Cameroun, le Code général des impôts 2025, édition mise à jour au 1er janvier 2025, suivi des principaux textes fiscaux non codifiés. Voilà. Donc, vous pouvez avoir accès sur la plateforme droit-afrique.com. Voilà, cher Grégoire. Alors, en vous présentant, j'ai dit consultant fiscaliste et légistique fiscaliste. Alors, qu'est-ce que c'est? La légistique, c'est vrai que c'est un grand mot pour recouvrir toutes les activités de rédaction de textes officiels, projets de loi, projets de décret, projets, mais également communautaires, projets de convention fiscale, projets de directives, de règlements, etc. D'accord. Alors, parlons de cette réforme, cher Grégoire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la CEMAC? Il y a eu énormément Révolution. Exactement. Alors, révolution, modernisation, une grande modernisation qui s'est enclenchée en 2017 au niveau de la CEMAC, qui a décidé de revoir toutes les règles de taxation des États membres. Donc, la CEMAC, c'est 6 États membres, Cameroun, Congo, Gabon, Centrafrique, Guinée équatoriale et Tchad. Et ces 6 États membres se réunissent au sein de la zone CEMAC pour, notamment en matière fiscale, pour décider de règles d'harmonisation. Alors, pourquoi l'harmonisation? C'est pour éviter qu'il y ait une concurrence fiscale entre les États. Un État qui pourrait dire, par exemple, tiens, pour attirer plus d'entreprises, plus d'investisseurs, je vais diminuer mon taux d'impôt sur les sociétés. Les autres auraient tendance à faire la même chose et les États auraient... Alors ça, c'est une véritable avancée parce qu'avant, justement, les États avançaient le principe de la souveraineté.
Alors oui, c'est ça, c'est la souveraineté. Alors on parle d'unification dans certains domaines, notamment en matière de droit WADA, puisque c'est un droit unique qui s'applique dans tous ces pays. En matière fiscale, chaque État garde quand même son droit à rédiger ses propres règles fiscales, mais dans un cadre qui est défini d'une manière communautaire. Dans un cadre qui est défini. Exactement, avec la CEMAC. Avec la CEMAC. Alors qu'est-ce que la CEMAC? Vous avez cité les pays, donc. La CEMAC, c'est la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale, pour ceux qui ne le savent pas, chers téléspectateurs. Et donc, plus de 30 ans d'expérience au service de l'intégration générale en Afrique centrale, donc la CEMAC avec les 6 pays. La mission principale est de promouvoir un développement harmonieux des États membres dans le cadre de l'institution d'un véritable marché commun. Et la CEMAC est présidée par M. Balthazar Engonga. Balthazar Engonga Enjo. Et le siège est revenu à Bangui, en République centrafricaine. Voilà. Et donc, cher Grégoire, pour cette réforme, nous avons c'est un décret, je pense, si j'ai bonne mémoire. Une directive, pardon. Je me suis trompée, une directive, ça arrive. Alors, une directive de 33 pages, décret, c'est plutôt la présidence, 33 pages et 86 articles. Alors oui, c'est un projet moi sur lequel je suis personnellement intervenu. En fait, la CEMAC avait sollicité une assistance technique du FMI, qui a dépêché 2 économistes et puis un juriste qui était moi donc pour aider à rédiger certaines directives. Et c'était moi directement. Donc il y a eu une première directive en matière de droit d'assises, puis après une en matière de TVA. Et puis la dernière, la plus importante, celle qui vient d'entrer en vigueur cette année, qui concernait l'impôt sur le revenu des personnes physiques et puis l'impôt sur les sociétés. D'accord. Alors, pour aller très vite avec les téléspectateurs qui ne comprennent peut-être pas les termes, et donc les droits d'assises, vous avez parlé de droits d'assises, qu'est-ce que c'est ? Alors, les droits d'assises, c'est un peu comme la TVA, mais c'est une taxe sur l'achat de certains produits qu'on va juger un peu nocifs, comme le tabac, l'alcool, les véhicules d'occasion, etc. D'accord. Et donc, les principaux enjeux pour les États membres, c'était renforcer l'intégration économique. Comment cela va-t-il se passer avec la venue de la SLECAF, pardon ? Alors, au niveau de la CEMAC, c'est une intégration fiscale. Au niveau de la SLECAF, c'est un petit peu différent, puisque là, c'est une intégration douanière panafricaine, avec une ouverture des douanières aux pays qui sont produits dans les États. Là, c'est effectivement, la SLECAF va avoir un enjeu, il y aura des enjeux en matière de droits d'assises et de TVA. Pour les impôts directs, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus, ce sera différent. Mais d'une manière générale, en fait, la fiscalité TVA, droit d'assises, est en train de remplacer les anciens droits de douane. Donc la SLECAF, effectivement, est une continuité logique de tout ce processus. De tout ce processus entamé par la CEMAC. Et qu'est-ce que cela va changer concrètement pour les États et pour les contribuables ? Alors, pour les États, l'objectif, c'est de sécuriser les recettes fiscales, donc toutes ces 4 directives qui ont été adoptées, plus une 5e qui concerne les dépenses fiscales, mais c'est plutôt un volet budgétaire. L'objectif, c'est vraiment de sécuriser les recettes de l'État. C'est savoir comment être sûr que les recettes fiscales ne vont pas subir trop de fluctuations, ne vont pas baisser anormalement en raison de règles inapplicables ou de règles obsolètes. L'objectif ensuite, c'est pour les investisseurs d'avoir un cadre qui soit bien clair, bien établi. La fiscalité concerne principalement les entreprises. Dans la plupart de ces États, on dirait que, à mon avis, les 100 premières entreprises représentent plus de 95% des recettes fiscales de l'État. Donc il fallait un cadre qui soit à peu près sécurisé pour ces entreprises, c'était l'objectif. Pour les particuliers, eh bien, on va le voir, avec cette nouvelle directive entrée en vigueur en janvier, il y a quelques aménagements. Mais ce n'est pas ici une révolution, ce sera des aménagements. Des aménagements, pas une révolution. Pour la plupart, ce seront que des aménagements. Bon. Il y a des révolutions. Oui, mais bon. Mais pas, alors, les contribuables étaient habitués à leur IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. Et maintenant, l'IRPP est disloqué, si je peux le dire ainsi, en plusieurs impôts. C'est ça. Ils se sentent un peu perdus, forcément. Alors ça, c'est la nouveauté. Donc la directive adoptée en janvier doit être transposée au plus tard à la fin de l'année. Et en principe, dès le 1er janvier prochain, les nouvelles règles doivent s'appliquer. D'accord. Alors ça, c'est le gros enjeu. Effectivement, on est dans cette période, d'ici 2 mois, de nouvelles règles doivent s'appliquer. La Guinée équatoriale a déjà transposé la directive. Un pays comme le Congo est en train de le faire, donc ça devrait être adopté en novembre ou en décembre. Le Gabon a déjà prévu
son texte est déjà prêt. La Centrafrique et le Tchad, je pense qu'ils sont aussi en train de passer à tout ça. Et c'est vrai que je comprends que des personnes s'inquiètent en se disant, mais que va-t-il se passer? Comment mes revenus vont être taxés? Par rapport, on peut considérer ça comme un retour en arrière, peut-être? Je ne sais pas. Alors, c'est effectivement, parce que là, on va avoir de nouvelles règles. Si vous voulez, jusqu'à présent, les règles de la CEMAC étaient l'impôt global. C'est l'impôt comme on l'applique en France, qui était un impôt sur le revenu des personnes physiques, qu'on abrège par IRPP. Oui. Et cet impôt, qui était un impôt global, est maintenant supprimé, effectivement, et remplacé par 4 impôts distincts. Alors, peut-être qu'il faut faire une parenthèse pour reprendre un peu l'historique. Je vous en prie, oui. C'est que l'IRPP a été introduit en France par une loi de 1914 qui s'est progressivement appliquée aux territoires français qui étaient les anciennes colonies, qui étaient les territoires d'Afrique centrale aujourd'hui et d'Afrique de l'Ouest. Et l'IRPP s'est appliqué, donc on a appliqué un impôt sur le revenu qui était assez proche du modèle français jusque récemment. Mais alors, le modèle français, on s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément adaptable. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes qui ont fait des études, qui se sont rendus compte que ce modèle français n'était pas adaptable au contexte économique des pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, ils ont créé l'IR. Du coup, l'objectif, c'était de remplacer cet IRPP par, effectivement, plusieurs impôts, l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. Et alors, pourquoi? Parce que, juste pour... l'impôt sur le revenu des personnes phisiques est un impôt global. Oui. Vous prenez tous vos revenus, les salaires, les revenus fonciers, etc. Vous les globalisez et dessus, vous appliquez un barème. Voilà. Et ce qui permet de taxer les revenus des plus riches d'une manière supérieure à ceux des plus pauvres. Donc, ce qui permet d'avoir une progressivité et de garantir une certaine équité fiscale. Oui. Ça, c'est l'avantage de l'IRPP. Le problème, c'est que pour faire ça, il fallait déclarer son revenu global. Oui. Et depuis toujours, ça présentait un problème. Alors, en Afrique centrale, où il y a des assez forts taux d'alphabétisation, il y avait moins de difficultés, mais quand même très peu de contribuables remplissaient leurs déclarations. D'accord. Et du coup, l'impôt ne rapportait pas, l'impôt global en lui-même n'était pas du tout efficace. D'accord. Alors, allez-y, vous voulez poursuivre? Et du coup, l'idée, c'était de le remplacer par 4 impôts. Par 4 impôts. Quels sont ces 4 impôts? Impôt sur les traitements et les salaires, impôt sur les revenus fonciers, impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, impôt sur les bénéfices d'affaires. L'impôt sur le bénéfice d'affaires, l'IBA, qui remplace les bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, ça engage les avocats, les médecins, les entrepreneurs, et puis la plus grande majorité des personnes, en fait. Exactement. L'impôt sur les bénéfices d'affaires, l'IBA, qui s'appellera d'ailleurs impôt sur les bénéfices professionnels, il me semble, au Gabon. Le terme est libre, hein. Les États ne sont pas figés par ce qui est écrit dans la directive. Ça remplace les anciens impôts sur les revenus, effectivement, des particuliers, des professions libérales, etc. On avait un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, BIC, sur les bénéfices non commerciaux, BNC, aussi sur les bénéfices agricoles, BA. Et tout ça, c'est remplacé par un impôt unique, dont le régime est précisé. Ce régime n'était pas vraiment très clair sous l'ancienne directive. Là, aujourd'hui, donc, il est nettement précisé. Oui. Et comment ça va se passer sur les fiches de paye? Alors, l'impôt sur les bénéfices d'affaires concerne les bénéfices des entreprises. Les entreprises elles-mêmes, après, versent des salaires et les salaires sont soumis à une retenue à la source. Mais les salaires sont soumis à un impôt qui est un impôt différent demain. C'est-à-dire qu'avant, c'était la même retenue, qui était le même impôt qui s'appliquait pour les entreprises, pour les revenus, pour les particuliers, pour les salaires, qui c'était l'IRPP. Et aujourd'hui, on a d'un côté l'impôt sur les bénéfices d'affaires pour les entreprises, et pour les salariés, on aura l'impôt sur les traitements et salaires. D'accord. Et alors, effectivement, la question, c'est, je pense que la plupart des particuliers sont soumis à un impôt sur les traitements et salaires, principalement, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés ou dirigeants de société d'ailleurs. Oui. Pour eux, il y aura très peu de changements. C'est-à-dire que l'impôt continuera à être prélevé par la société ou par l'État. Et ils percevront toujours un revenu net, comme ça a été toujours le cas. Ça, c'est quand même
un grand atout de la zone CEMAC, c'est que les retenues à la source sur les salaires, ça fait des décennies qu'elles s'appliquent. Qu'elles s'appliquent, oui. Alors qu'en France, on les a mises en place il y a pas longtemps, il y a quelques années à peine. Exactement. Oui, il y a quelques années à peine. Et donc, c'est une manière d'être en harmonie avec le monde. Pourquoi ce retour de l'IRPP vers l'IR ? Alors, parce que c'était effectivement ce problème d'impôt global où on n'arrivait pas à faire déclarer tout le monde l'IRPP, donc on avait des petites taxations partielles. Alors maintenant, l'idée, c'est d'arrêter ce principe de taxation partielle et d'avoir un revenu, un impôt. Donc vous avez des traitements et salaires, vous avez un impôt sur les traitements et salaires. Des revenus fonciers, vous louez un appartement, une maison, une parcelle, vous aurez un impôt qui va s'appliquer proportionnellement à ces revenus. Proportionnellement à ces revenus avec différentes taxations. Alors il y aura maintenant un taux unique. Ça va être la grande différence. Et effectivement, là-dessus, on a une révolution, notamment en matière d'impôts fonciers. Parce que les impôts fonciers, jusqu'à présent, étaient soumis à un impôt qui était assez graduel dans les pays de la CEMAC. Donc, plus on gagnait, plus on était taxé. Aujourd'hui, on aura un taux fixe. Et l'objectif, c'est d'inciter au maximum à faire une retenue à la source sur les loyers. Donc, le locataire qui verse un loyer à son propriétaire, au lieu de reverser 100 ou 100 000 CFA, il va reverser par exemple 90 000 CFA et les 10 000 restants, il devra les reverser au Trésor. Donc selon des modalités qui seront mises en place pays par pays. Pays par pays. Donc en parlant de pays, vous en avez cité quelques-uns, mais le Cameroun, c'est vrai que j'ai parlé du Cameroun, mais qu'en est-il du Cameroun à propos de cette Alors, le Cameroun avait une position qui était un petit peu différente. Alors, il faut voir que l'administration fiscale camerounaise est particulièrement avancée, notamment en termes d'informatisation et puis de recensement de ses contribuables. Et elle a décidé d'appliquer la réforme sur l'impôt sur les sociétés, mais pas forcément l'intégralité de la réforme de la directive en matière d'impôt sur les revenus des personnes physiques. D'accord. Parce que le Cameroun estime qu'ils ont la possibilité d'obtenir de la part des contribuables, donc des particuliers camerounais, une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc ils vont continuer à appliquer l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Tout fonctionne bien de ce côté pour le Cameroun. Si tout fonctionne, il n'y aura absolument aucun changement au niveau du Cameroun. Ok. Donc en matière concernant les entreprises, comment ça va se passer pour les bénéfices pour l'IS, l'impôt sur les sociétés? Alors pour les entreprises, les règles sont globalement les mêmes. Ce qui a été indiqué dans la directive, ce sont on va dire, un peu des garde-fous. Comment s'assurer qu'il n'y ait pas des taxations déguisées, des refus de déductibilité de charges, etc. Et aussi comment s'assurer que les contribuables ne fassent pas trop d'évasion fiscale en utilisant soit les paradis fiscaux, soit des montages avec des groupes de sociétés. Donc là, on ne va pas rentrer dans ces règles techniques, mais c'est vraiment des garde-fous ont été mis qui répondent d'ailleurs un peu aux critères de l'OCDE, qui en a déjà fait parvenir plusieurs, notamment en termes de revenus versés à l'étranger. D'accord. Le taux de l'impôt sur les sociétés, maintenant, il y a un plafond qui a été fixé, qui est un plafond de 25%. Oui. Et puis... Et avant, selon les pays... Pardon, ce n'est pas un plafond, c'est un plancher. On ne peut pas avoir un taux de moins de 25%. D'accord. Sauf dans certains cas. Et puis, on ne pourra pas non plus avoir un taux, parce qu'il y a le minimum de perception qui est l'impôt minimum forfaitaire, qui est de à peu près 1% du montant de l'impôt sur les sociétés. Et celui-là aussi est réglementé, ce qui n'était pas le cas auparavant. D'accord. Alors, puisqu'on parle pays, on va prendre le cas de la République du Congo que vous connaissez bien. Quels sont les inconvénients de cette réforme par rapport à l'IRPP concernant ce pays? Est-ce qu'on privilégie beaucoup plus l'efficacité économique et la simplicité au détriment de la justice sociale? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, effectivement, s'il y a un reproche à adresser à cette réforme, c'est qu'on ne va pas dans le sens de l'équité, puisqu'on ne va pas pouvoir globaliser tous les revenus pour les imposer de manière progressive. Parce qu'on ne prend pas en compte les réalités familiales des contribuables. Après, ça c'est effectivement un deuxième point, mais l'avantage, ça va quand même permettre de faciliter les déclarations aussi des contribuables, ça va leur simplifier les déclarations. Un salarié qui percevait des salaires devait faire une déclaration en fin d'année, cette déclaration ne sera plus du tout exigée. Donc pour les personnes physiques, ça va être quand même un
grand gain de temps, des soucis, en tout cas des formulaires en moins à remplir. D'un autre côté, il y a effectivement cette réforme la suppression du quotient familial. Donc cette règle qui prévoyait des réductions pour enfants à charge s'appliquait parce que l'IRPP s'appliquait sur le foyer fiscal. Donc on prenait un couple marié avec enfants, eh bien on appliquait un coefficient, donc des réductions par rapport au nombre de personnes qu'il y avait dans le foyer fiscal. Avec cette réforme, on ne parle plus de foyer fiscal, on parle d'individu. Donc l'individu va être taxé sur ses revenus. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de rattachement sur revenus propres. Il n'y aura plus du coup de... On ne parlera plus de foyer fiscal ? On ne parlera plus de foyer fiscal. On ne parlera que de la taxation des individus avec le barème et sans aucune déduction en fonction des enfants à charge. Ah oui. Alors, pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte notamment au Bénin, déjà d'une manière générale que cette réduction pour enfants à charge ne profitait qu'aux plus riches. Alors qu'en bonne politique fiscale, normalement, cette réduction pour enfants à charge aurait dû profiter aux ménages les plus modestes. Et une autre raison, c'est au Bénin, on s'était rendu compte que cette réforme avait profité davantage aux maris qu'aux femmes. Oui, pourquoi ? Parce que les femmes, en général, ne travaillent pas. Voilà, et puis en fait, c'était le chef de famille qui bénéficiait de la réduction et non pas l'épouse. Alors, le travail à la maison, l'éducation des enfants et tout, c'est un travail aussi. Exactement, et d'ailleurs, j'avais travaillé sur la refonte du Code général des impôts. On avait vu ce point, on l'avait remonté au ministre qui avait tout de suite dit, effectivement, il faut supprimer cet avantage, ce déséquilibre entre hommes et femmes. Il n'y avait aucune raison qu'il y ait une différence de traitement entre les deux. Aucune. Très bien. Je pense que les téléspectateurs ont bien intégré, notamment les femmes, votre réponse. Et donc, on va repartir sur un plan beaucoup plus général. Selon vous, en quoi cette fiscalité régionale peut renforcer l'intégration économique au niveau de la CEMAC sans compromettre la souveraineté des États? Je voudrais qu'on rentre un peu plus en profondeur et savoir quelles sont les perspectives de cette harmonisation fiscale. L'objectif, c'est clairement qu'il y ait un cadre commun à l'ensemble de ces États, mais ce cadre commun, finalement, on le retrouve aussi un peu en Afrique de l'Ouest. Ce sont les bonnes pratiques aussi que l'on a mises en place par rapport à ce qui a été constaté pays par pays. Oui. On trouve une bonne pratique dans un pays, si elle fait vraiment ses preuves, elle est étudiée économiquement et puis elle est retranscrite finalement juridiquement pays par pays et adaptée à chaque fois au contexte local. L'avantage de la directive CEMAC, c'est qu'on a pu intégrer énormément de bonnes pratiques dans le texte et donc du coup diffuser ces bonnes pratiques au niveau régional. D'accord. L'objectif, c'est aussi éviter la concurrence entre les États pour qu'un pays attire tous les investissements, mais au détriment de sa fiscalité et de ses recettes. Oui. Donc les mesures incitatives, elles seront harmonisées, quoi. Exactement. On peut le dire comme ça. Une partie des mesures incitatives va être seront harmonisées. Alors, vous êtes éditeur juridique, droit Afrique. Vous éditez beaucoup d'ouvrages, énormément d'ouvrages. Nous avons le Code des impôts. Et je cherche vous êtes consultant fiscaliste et légistique fiscaliste. Alors, par rapport à cela, je voudrais savoir quel est le point d'actualité que vous pouvez faire sur la mise en œuvre de cette réforme, des réformes au sein de la CEMAC. Est-ce que, hormis celle-ci, est-ce qu'il y a d'autres réformes au niveau de l'Afrique centrale ? Alors, au niveau de l'Afrique centrale, ces réformes, notamment en matière de TVA et de droit d'assises, c'était les premières directives qui avaient été adoptées. À ma connaissance, elles ont été très bien transposées par les États membres. Il y a une mission qui a été menée d'ailleurs par la CEMAC, par la commission de la CEMAC cette année, qui a été de se rendre pays par pays pour voir l'état de transposition. Et alors, je n'ai pas eu les conclusions, mais moi, d'après mon expérience, d'après ce que je vois des textes, ça a été fait. Maintenant, en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, on espère que cette transposition sera la même. D'accord. Alors, si on devait comparer cette réforme à ce qui se passe en France ou en Europe, quel regard vous pourriez porter? Est-ce que c'est comparable à... Est-ce que c'est une avancée pour la CEMAC comparable à ce qui s'est fait au niveau de l'OHADA, avec l'OHADA? Alors, l'OHADA est d'application directe. Les directives, la CEMAC donne des directives, donc des tendances,
un cadre à respecter État par État. Mais clairement, je pense qu'on va dans le bon sens, Oui. ce qui a été fait au niveau de la CEMAC. Ce qui a été fait aussi au niveau de l'UMOA va dans le bon sens. J'ai un peu plus de réserve sur une directive CEDEAO qui a été adoptée récemment en matière de TVA, qui pour moi ne renforce pas du tout enfin, au contraire favorise la concurrence entre les États. Mais au niveau de la CEMAC, je pense que c'est vraiment un plus. Au niveau européen, on a des directives également communautaires en matière fiscale. On a par exemple une directive en matière de TVA qui est à peu près qui a une vingtaine d'années, trentaine d'années peut-être même d'ailleurs maintenant, mais qui est appliquée de la même manière que la directive TVA est appliquée dans la zone CEMAC. Pour moi, ces deux zones, l'Union européenne ou la CEMAC, en matière fiscale, se valent aujourd'hui. Se valent. L'Union européenne et la CEMAC en matière fiscale se valent. Peut-être que l'intégration fiscale au niveau de la CEMAC est plus renforcée d'ailleurs que celle au niveau de l'Union européenne. Ah oui, parce qu'on assiste encore à beaucoup de débats. Hein. Exactement. Et donc l'intégration fiscale, je le note, l'intégration fiscale est beaucoup plus renforcée au niveau de la CEMAC. Mais avant de dire au revoir à nos téléspectateurs, qu'en est-il de l'entrepreneur? Comment l'entrepreneur, dans le cadre de l'OHADA, va-t-il se retrouver? Alors, l'entrepreneur, il a différents statuts. Aujourd'hui, il y a Oui. le petit entrepreneur, celui qui veut créer son activité. Il y a la société qui a déjà des visions un peu plus larges. Et puis, l'investisseur étranger qui veut entrer sur un marché. Si on parle vraiment de l'entrepreneur en tant que personne physique, qui nous regardent ce soir et qui se dit « je veux créer mon activité », exactement. Il faut qu'il sache que lui, il y a un régime forfaitaire, on va dire, qui s'applique, un peu comme le régime des micro-entreprises en France, et qui s'applique dans quasiment tous les pays. La directive, d'ailleurs, prévoit un encadrement général pour ces petites activités, pour ces petites entreprises, les très petites entreprises, qui permettent de simplifier au maximum les déclarations. L'idée, c'est d'avoir une déclaration annuelle avec éventuellement 2-3 paiements dans l'année, mais pas plus. Ne pas avoir, en tout cas, de TVA, tant qu'on ne dépasse pas un certain seuil de chiffre d'affaires, et donc pouvoir lancer très rapidement et très facilement son entreprise sans aucune contrainte fiscale. D'accord, sans aucune contrainte fiscale. Oh, la première année. La première année seulement. Uniquement la première année, mais c'est quand même, c'est peu. À partir de la deuxième année, alors il faut savoir qu'il y a des avantages, notamment par exemple au Gabon, je sais qu'il y a un mécanisme pour les nouvelles entreprises qui peuvent être exonérées ou bénéficier de réductions d'impôts au titre des premiers exercices. Oui. Tout ça risque aussi de changer parce qu'on est en train de remplacer les exonérations par des crédits d'impôts petit à petit. Mais en tout cas, pour créer une entreprise, aujourd'hui, les formalités en matière fiscale sont vraiment simplifiées dans beaucoup de pays. Simplifiées, mais bon. L'entrepreneur, exonération pour une année, une année, et l'investisseur, combien d'années? S'il ne bénéficie d'aucun régime, il bénéficie à peu près des mêmes avantages. Après, pour un investisseur qui fait des investissements dans certains domaines, par exemple le tourisme, etc., ça peut être plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Bon, chers téléspectateurs, vous avez entendu, une année pour l'entrepreneur et 5 ans pour certains investisseurs en Afrique. Eh ben, j'ai été ravie de vous recevoir, cher Grégoire. Je rappelle que vous êtes Monsieur Grégoire Hébert Suffren. Vous êtes directeur droit Afrique, éditeur juridique, consultant fiscaliste et légistique fiscaliste. Encore merci de votre présence sur le plateau de 3 ans en Afrique et Global Africa Télé-Sud. Et donc, je vais inviter nos téléspectateurs à aller sur Droit Afrique. Droit Afrique, alors l'adresse de la plateforme, je l'ai perdue. Droit à 3.afrique.com. Voilà. Merci beaucoup, cher Grégoire. Et à très bientôt. Et à vous également, chers téléspectateurs, à très bientôt pour une nouvelle émission 3 ans en Afrique sur Global Africa Télé-Sud. On se dit une nouvelle émission mardi prochain. Je suis Carmen Févillier, toujours heureuse de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir.